Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver leur voie professionnelle et à faire les bonnes rencontres pour faire exister leurs projets alignés, motivants et réalisables. Dans chaque épisode, j'interviewe une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. 3 choses qui t'empêchent de vivre dans l'instant présent et alimentent ton angoisse. C'est le titre d'un des nombreux posts Instagram du média engagé appelé Pastel, créé par mon invité du jour, Anaïs. On a envie de lire la suite, pas vrai ? Simple, déculpabilisant, rassurant, ce média me fait personnellement comme l'effet d'une main posée sur mon épaule, ou d'un câlin, les matins où je me sens un peu plus seule ou angoissée, ce qui m'arrive assez souvent car je suis de nature à réfléchir beaucoup. Et là aussi, Pastel a un post très intéressant sur ce sujet. Vous l'aurez compris, c'est un vrai fan de son travail que je vais aujourd'hui demander à Anaïs de nous raconter pourquoi et comment elle a créé ce média indépendant. Quel constat elle a fait lorsqu'elle travaillait dans les médias, chez TF1 ou autres grands groupes, les blocages qui ont failli l'empêcher de se lancer, comme son syndrome de l'imposteur, sa peur de l'instabilité financière ou encore les mises en garde reçues par son entourage à l'époque où elle hésitait à quitter son CDI. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Anaïs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hello, trop content d'être là. Alors, je te propose de commencer par nous raconter qui est Anaïs. Ok, c'est une question difficile quand même, déjà très profonde. Anaïs, c'est une femme de 27 ans qui aujourd'hui a son compte, qui a son entreprise, qui a toujours des rêves, encore plein de rêves même à 27 ans. Je pense qu'on peut accomplir et on peut avoir des rêves tout au long de notre vie et qui est en train de les réaliser. Voilà, c'est cette femme. Et alors, avant d'en arriver à ces rêves que tu es en train de réaliser, et bravo pour ça, et on va en parler, c'est super inspirant. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire ? C'était quoi tes premières idées d'orientation à la sortie de l'école ? Ok, alors pas du tout. Honnêtement, d'ailleurs, je voudrais rassurer tout le monde et toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Moi, en sortant d'école, je savais pas du tout ce que je voulais faire, même tout simplement en sortant du lycée. Voilà, à 18 ans, on nous dit faut que tu t'orientes là maintenant, alors que finalement, on est quand même dans une période de notre vie où on est en train de se construire, où on sait pas vraiment où on va. Et moi, c'était le cas. Et en sortant de l'école, je savais que je voulais bosser dans les médias. Je savais ou dans le cinéma. Voilà, quelque chose de créatif. Je savais que je voulais faire ça, mais j'avais pas vraiment une idée précise. Et je pense que c'est la vie, c'est mes échecs, mes réussites, les rencontres aussi, qui m'ont emmenée là où j'en suis. Et alors lesquels ? Mes échecs, je pense que comme tout le monde, mes premiers échecs, ça a été des échecs scolaires. Je pense que c'est les premiers échecs de pas mal de personnes qui peuvent écouter ce podcast. Par exemple, j'ai redoublé ma première année d'études sup. Tout simplement parce que à l'époque, je me rendais pas compte que l'école, c'était quand même vachement important. J'étais plus dans la fête avec les potes, etc. Et en fait, j'ai redoublé. Et je l'ai vraiment mal pris parce qu'en fait, pendant toutes mes études, j'étais toujours la nana qui passait sur un fil, quoi. À 10 de moyenne, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent être comme moi. Et là, je pensais que ça allait passer. Et finalement, c'était pas le cas. Et quand j'ai vu que mes parents étaient hyper déçus, et moi aussi, j'étais déçue de moi-même, en fait, ça m'a vraiment donné une claque. J'ai eu un déclic et je me suis dit, je vais quand même m'y mettre. Et en fait, en redoublant, je me suis mise à fond. Et je me suis rendu compte que j'adorais apprendre, que j'adorais l'école. Donc, je suis passée de 9 de moyenne à 15 de moyenne. Donc, on sait, voilà, je le dis même à mon petit frère qui vient de redoubler, c'est pas du tout un échec, au contraire, c'est une chance. Et sans mauvais jeu de mots. Et grâce à ça, j'étais du coup dans les premiers du classement et j'ai eu l'occasion de partir en Erasmus. C'était des études de quoi ? De technique de co. D'accord. DUT technique de co, donc commerce en général. On avait de la com, de la vente, de la négo, etc. Et donc là, Erasmus. Et donc là, j'ai pu faire un Erasmus grâce à cette moyenne, ce que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas redoublé. Donc je suis partie vivre 1 an à Istanbul. C'était incroyable. Si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est par ces expériences qu'on se découvre, je trouve.
Et donc, à mon retour d'Erasmus, je savais pas trop quoi faire encore. J'étais encore perdue parce que je sortais d'une année extraordinaire. J'avais pas réfléchi à quelle école je pouvais faire par la suite. Donc, j'ai bossé 1 an. Donc ça aussi, faire des pauses dans sa vie, dans ses études, dans son parcours professionnel, c'est pas grave. Ça permet de prendre du temps, de prendre du recul et de se dire, bon, maintenant, je fais quoi ? Et donc, j'ai eu l'occasion de faire ça pendant 1 an en bossant au Crédit Mutuel où je prenais des rendez-vous pour les banquiers. Donc, j'étais au téléphone toute la journée. Donc, toutes les personnes qui sont passées par là peuvent savoir que c'est compliqué comme métier parce que c'est hyper redondant. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, là, il faut que je reprenne mes études. J'ai continué le commerce, toujours hyper général. Et après ça, je suis partie encore vivre à l'étranger, au Portugal. Et là-bas, je m'occupais des réseaux sociaux d'une toute petite boîte. Et c'est là que je me dis, j'adore les réseaux sociaux, il y a plein de trucs à faire. En plus, c'était encore au tout début des premiers créateurs de contenu, on savait pas trop où ça allait, les premières collaborations avec des marques, etc. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait passer plein de messages à travers les réseaux sociaux et que c'était quelque chose vers lequel je voulais aller. Et donc voilà comment mon échec de redoubler m'a déjà ramené à mon amour pour les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que pour moi les échecs c'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte. Au contraire, quelque chose dont on devrait se servir pour rebondir, apprendre à se connaître. Et est-ce que je continue? T'as d'autres questions ou t'as... Tu continues tant que tu veux. Et moi, je rebondis. Non. Ça marche. Et du coup, après ça, j'ai fait un master digital. Et quand je dis des rencontres, par exemple, j'ai travaillé donc 6 mois dans un stage au Portugal où je me suis rapprochée d'une fille qui est encore une de mes meilleures amies. Et qui m'a dit, moi, je vais faire un master à la Cato, etc. Moi, je savais pas du tout où aller. J'ai un peu fait pareil. Franchement, c'est dingue parce que des fois, on fait des choix dans la vie. Même s'ils sont importants, on les fait un peu last minute et sans réfléchir. Et c'est totalement ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il y a une phrase aussi que j'aime énormément. C'est qu'on est toujours à un choix d'une vie totalement différente. Si j'avais décidé de faire mon master autre part, aujourd'hui, j'aurais pas du tout la vie que j'ai. Et peut-être que d'ailleurs, j'aurais pas non plus mon entreprise ou mon média. Et donc j'ai fait ce master et j'ai fait un stage du coup chez TF1. Donc pour leurs médias Digit, qui maintenant appartiennent à Reward Media. Et en fait, quand j'ai fait ce stage, je me suis aperçue qu'il y avait un énorme pourcentage des médias engagés qui appartiennent à des très très gros groupes. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper dommage que ces sujets ne soient pas tenus par des personnes qui sont réellement concernées. Et donc, ça m'a aussi inspirée parce que c'était des super expériences. On était une super équipe. Et d'ailleurs, je suis encore en contact avec eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai donc créé Pastel, qui est mon média. Et là, on va y revenir et on va parler de Pastel. Ça me tient particulièrement à cœur parce que j'ai envie qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier et je suis persuadée que ça peut toucher beaucoup de monde. Et quand tu dis c'était des médias qui étaient gérés par des personnes que ça ne concernait pas, qu'est-ce que tu veux dire exactement? En fait, les équipes sont hyper concernées, les équipes sont top, donc les équipes qui vont créer du contenu, les équipes qui vont réfléchir à comment on va amener tel sujet pour une marque, etc. Les équipes, il y a rien à dire et au contraire, c'est même des amis à moi. Mais je veux dire que finalement, tout ça reste un business. Et que l'argent de ce business ne va pas aux équipes qui travaillent avec moi, mais à des personnes qui ne sont pas du même genre que certains sujets ou qui ne sont pas du même âge que certains sujets et qui donc ne sont pas du tout concernés. Donc cet argent va là-bas. Et c'est pour ça que je trouvais ça dommage. Et est-ce que, alors là j'en sais rien, je veux pas t'orienter vers une réponse, donc tu me dis si je me trompe. Est-ce que il y avait aussi des zones, inexplorées, des angles morts, voilà c'est le mot que je cherche, de certains sujets pas abordés par ces médias engagés justement du fait du manque, on va dire, de connexion. Non. Tous les sujets étaient abordés parce que les équipes sont tellement géniales derrière. D'accord. Que les équipes se battent. Évidemment, il y avait toujours des petits soucis, etc. Mais non, tous les sujets étaient abordés. Les équipes étaient incroyables. Malheureusement, toutes les personnes avec qui je travaille ne bossent plus là-bas. Aujourd'hui, je pense qu'il reste vraiment plus personne. Donc, ça doit être une toute nouvelle équipe. Mais à mon époque, en tout cas, les personnes étaient hyper engagées, quoi. Moi, c'était plus, le bénéfice n'allait pas là où il faut aller, quoi, pour moi. D'accord. Et donc, c'est ça qui t'a motivée Ouais, c'est ça qui m'a motivée et aussi le fait que j'avais plein de choses à partager. En fait, moi, quand j'ai créé Pastel, je l'ai fait pour m'aider moi. Parce qu'en fait, sur Pastel, on va retrouver des sujets engagés. Donc, l'avortement, les violences, etc. On va retrouver un peu de santé mentale.
et aussi le rapport avec son corps. Et moi, j'ai toujours été une énorme complexée. Et donc, c'était cool pour moi d'aborder tous ces sujets. Déjà pour m'aider moi, pour me convaincre moi-même. Et si ça aide les autres au passage, bah c'est juste incroyable, quand même. Si j'ai encore du mal à le croire, c'est dingue, quoi. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu cette idée que c'est toi qui choisis tous les sujets et qu'il n'y a pas de ligne éditoriale qui t'est imposée? Ouais. Il y a aucune ligne éditoriale qui m'est imposée. D'ailleurs, j'ai aucun planning. C'est pour ça que quand les marques me disent... On va en parler de ça. Quand les marques me disent, est-ce que tel sujet, on peut l'aborder telle date? Je suis là, mais carrément, go. Franchement, moi, j'ai aucun planning. Je poste vraiment au jour le jour. Enfin, par exemple, je peux avoir une conversation avec une pote qui m'explique, oh là là, en ce moment, je parle à un mec, mais juste parce que je suis sympa, il croit qu'on se drague. Je suis là, ok, bah j'en fais un post. Ou une autre pote qui me dit, putain, quand il me dit que je suis belle, j'y crois pas. Je me dis, ok, bah ça, accepter les compliments, le lien avec les complexes, on va en faire un post aussi. Ou alors des choses de ma vie en général. Moi, j'ai été hyper complexée pendant tout le lycée. Parce que moi, quand j'étais au lycée, c'était la mode des skinny, entre guillemets. Donc déjà, je trouve ça terrible. N'est-ce pas toujours un peu la mode des skinny? Ouais, c'est revenu, hein, j'ai l'impression. Et je trouve ça déjà terrible de faire de nos corps une mode. Et donc c'était la mode des skinny. Moi, j'ai toujours eu des formes. Et donc, je mettais toujours des longues vestes, des longs pulls pour pas qu'on voit mes formes. Et en fait, quand je suis partie vivre à Istanbul, ça m'a énormément aidée à me détacher de ce regard, en tout cas, des autres et de cette mode, entre guillemets. Et il y a eu aussi l'arrivée, je pensais pas que j'allais la mentionner dans ce podcast, mais de la famille Kardashian, et de dire qu'en fait, les formes, c'est trop stylé. Et là, on voit plein de nanas qui font de la chirurgie pour avoir des formes, et on nous dit qu'en fait, notre corps, c'est la norme. Et en fait, là, je me suis dit, ok, c'est complètement dingue. Pendant toute mon adolescence, on m'a dit que mon corps, ça n'allait pas. Et là, aujourd'hui, on me dit que c'est tout ce que tout le monde veut. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème dans la société et on peut pas laisser les magazines ou des personnes influentes nous faire croire que notre corps n'est pas assez bien et qu'on doit le corriger ou le cacher à tout prix, quoi. Et donc ça aussi, ça a été une réelle inspiration pour Pastel. Après, je dis pas, hein, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de complexes. Je pense qu'on en aura toute notre vie. C'est pour ça que j'ai pas envie de pousser les gens à s'aimer à tout prix sur Pastel, parce que il y aura toujours des jours où on se trouvera, on sera dur avec soi-même, on se dira attends là je peux pas me voir, et il y aura des jours où on se trouvera un peu sexy. Donc c'est plutôt d'avoir un regard un peu plus sympa, un peu plus bienveillant sur soi-même, et c'est ce que j'aime passer sur Pastel. En tout cas, tu le fais avec beaucoup de courage. C'est mon avis personnel, notamment ta vidéo du jean que j'invite à aller voir sur ton média. Moi, je trouve ça incroyable, en tout cas, finalement, d'un sujet qui a l'air anodin, qui est de ne pas trouver le jean qui correspond à sa morphologie. T'en fais une histoire hyper déculpabilisante, mais c'est toi en vidéo qu'on voit en train d'essayer plein de jeans. Non, c'est une influenceuse. Ah, d'accord. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Ouais, c'est une influenceuse. C'est une autre influenceuse, parce qu'en fait, sur Pastel, je fais des vidéos aussi de moi, mais j'adore aussi partager plein d'influenceurs, d'influenceuses, enfin de créateurs de contenu. En tout cas, elle est courageuse, elle. Hein, elle est hyper courageuse, ouais. Mais de partager des créateurs de contenu, passer leurs messages, qui vont le faire mieux que moi. Donc, j'ai pas envie de recopier sa vidéo, mais plutôt de partager la sienne. Mais c'est vrai que c'est un sujet, hein, les jeans. On va chez un magasin, on porte du 40, ça nous va très bien. Dans un autre magasin, le 40 nous sert, ça passe pas. Et on se dit que c'est nous le problème, alors qu'en fait, c'est pas nous, c'est le jean. Donc, ça m'avait vachement inspiré. Et donc, on a un petit peu dévié, mais si on devait résumer Pastel en une phrase, tu le ferais comment? Alors, Pastel, c'est un peu ta petite voix dans ta tête qui va te rappeler que ça va aller, et qui va te faire une petite caresse sur l'épaule, justement, et te faire du bien pour ton corps et dans ta tête. Je sais pas si elle était un peu longue, ma phrase. Je sais pas, on va compter le nombre de mots. Et donc, qu'est-ce qui t'anime depuis le début? On va revenir à Pastel, mais qu'est-ce qui t'anime depuis le début à travers les réseaux sociaux et la communication qui t'a donné envie de te lancer à plein de temps là-dedans? Bah moi, les réseaux sociaux, je trouve ça ouf, quoi. Enfin, en fait, avant, pour être une star, fallait soit être acteur, soit avoir des connaissances, du piston, hein, pour entre guillemets percer, montrer ton talent, etc. Alors que les réseaux sociaux, je trouve que ça donne sa chance à tout le monde. Ça donne sa chance à tout le monde. Ça, c'est génial. Et par contre, les réseaux sociaux, je vais être totalement honnête, je trouve qu'il y a une part très très négative aussi.
Je trouve qu'il y a une part qui est très, très négative. Et c'est pour ça que j'essaye d'apporter cette part positive, en tout cas sur Instagram, parce que les réseaux sociaux, ça peut être ultra culpabilisant. Voilà, sur les réseaux sociaux, on a tendance à partager toujours le positif, à montrer ses vacances, quand ça va, quand on est en couple, etc. Par contre, quand on chiale le soir dans son canapé parce que on se sent seul, que le travail c'est difficile, etc. Ça, généralement, on va pas le poster. Donc c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, faut faire attention. Faut se rappeler, en tout cas, que les personnes montrent ce qu'elles veulent montrer. Faire attention aussi aux informations qu'on récupère, parce que il y a énormément d'informations qui sont pas publiées par des experts. Donc ça, faut faire hyper gaffe. Mais c'est pour ça que j'essaye d'apporter en tout cas ce côté positif. Mais je vais donner un exemple avec la santé mentale. J'ai l'impression que la santé mentale, c'est quand même devenu un peu c'est top parce qu'on libère la parole autour de ce sujet qui était hyper important. Moi, à l'époque, la première fois que j'ai fait une crise d'angoisse, je savais même pas ce que c'était parce que personne m'avait parlé de santé mentale ou de crise d'angoisse ou d'anxiété, donc je savais pas ce que c'était. Donc c'est top que ça se libère, mais je trouve qu'il faut faire attention parce que comme on en parle de plus en plus, il va y avoir beaucoup de comptes qui vont s'en servir pour donner des conseils ou parler de certains symptômes, alors que pour moi, ça devrait être la voix des experts. Donc des psychiatres, des psychologues, etc. C'est pour ça que faire très attention aux réseaux sociaux, prendre ce que vous pouvez prendre, mais quand même faire le tri, et pas parce que c'est un peu la foire quand même aussi parfois. Mais ce qui est top, c'est que tu peux passer des messages et à travers tes mots, en fait, tu peux aider beaucoup de gens. Parce que les mots, c'est un pouvoir qui est énorme en fait, et tu peux motiver des personnes à se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps, à changer de vie, à trouver le courage, la motivation. De faire ce qu'ils aiment et de se lancer dans de nouvelles aventures. Ah, bah transition parfaite. En parlant de courage, motivation, nouvelle vie, se lancer. Toi, comment ça s'est passé pour lancer Pastel ? Ouais. T'étais en CDI, c'est ça ? Ouais. Alors moi, j'étais en CDI, donc dans un média pour les mamans. Donc moi, j'ai toujours été commerciale dans toutes mes expériences. Et j'adorais mon métier. J'adorais mon métier. C'était stable, c'était un CDI, etc. C'était top. Mais j'avais toujours eu Pastel à côté. Ah, donc t'avais déjà créé... Ouais, j'avais déjà créé Pastel. J'avais déjà créé Pastel depuis 3 ans. Avec des pauses, évidemment, parce que j'avais pas réussi à Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Puis quand j'étais en CDI, en fait, moi, j'avais pas de vie. C'est-à-dire que déjà, je bossais énormément et quand je rentrais à la maison le soir, je bossais Pastel. Et le week-end, je bossais Pastel. Donc en fait, c'était compliqué de voir mes potes, de faire des dates. Ça non plus, j'avais pas le temps. Donc j'avais un peu mis ma vie complètement de côté parce que j'avais pas envie d'abandonner ma communauté. J'avais envie de continuer à créer du contenu, à passer des messages. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce qui me fait plaisir. Échanger aussi avec les personnes qui me suivent. Et donc j'avais plus de temps pour moi. Et je pense que Pastel, je peux faire encore plein de choses. Moi, j'ai envie, là, tu vois, je viens de lancer le format vidéo, j'ai envie de développer plein de trucs. Et donc, je me suis dit, en restant dans mon CDI, j'arriverai pas. Parce que même si j'aime mon travail, c'est pas mon rêve. C'est pas mon rêve, c'est pas ce que je me vois faire pendant 10 ans. Donc il faut que je le fasse. Ça a été très difficile. J'y ai pensé pendant 6 mois avant de quitter mon CDI. Tout simplement parce que j'avais peur. Franchement, je vais le dire, j'avais super peur. Déjà, de se lancer à son compte. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est une insécurité financière qui est énorme. Est-ce que tu vas pouvoir payer ton loyer, subvenir à tes besoins? Si ton truc il marche pas, non mais trop la honte quoi. Les gens vont dire que t'as démissionné et en fait t'as pas réussi. Enfin, c'est bête alors que comme je te l'ai dit, l'échec au contraire c'est quelque chose qui te permet de rebondir. Mais sur le coup, c'est cette petite voix dans ta tête, elle passe quand même pour te dire ça. Et moi, il y avait beaucoup de personnes de mon entourage parce qu'en fait j'ai quitté mon CDI quand la guerre en Ukraine a éclaté et en fait il y avait beaucoup de personnes qui me disaient mais attends, tu vas pas quitter un CDI alors qu'il y a la guerre, alors qu'il y a le Covid, alors qu'il y a la pandémie, alors qu'il y a une pénurie d'énergie. Et en fait, c'est en y réfléchissant, en parlant avec d'autres amis qui me disaient mais si t'attends que le monde aille bien pour te lancer, en fait tu le feras jamais. Parce qu'il y aura toujours des comment dire, des impacts extérieurs, je sais pas comment dire,
Il y aura toujours des événements. Voilà, il y aura toujours des événements, en fait. Il y aura toujours des événements. Donc, n'attends pas que ça aille bien pour te lancer. N'attends pas d'avoir 10 ans d'expérience avant de te lancer à ton compte. Moi, j'avais que avec mon alternance que 4 ans d'expérience avant de me lancer. Et je l'ai fait quand même. Mais j'avoue, j'ai eu super peur. Et surtout, je sais pas, j'avais pas le courage de le dire à mes proches, de le dire au travail. J'ai pris 6 mois à le faire. Puis les négos ont été un peu longues aussi. Et finalement, je l'ai fait. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis à mon compte. Et honnêtement, si c'était à refaire, je le referais 100 fois, quoi. Et tu parlais de négo, alors tu me dis si c'est trop privé, mais ça s'est bien passé? Mes négos avec la boîte? Oui, franchement, j'ai eu la chance. En fait, les entrepreneurs de la boîte dans laquelle je bossais, notamment avec qui on a échangé au téléphone, a créé la boîte à l'âge que j'avais. Donc, il n'a fait que m'encourager. Mais après, c'est toujours compliqué parce qu'on a l'impression d'abandonner ses collègues, ça restait une petite boîte. Mais finalement, il faut se rappeler, et dites-le vous dans votre tête, ne culpabilisez pas pour ça, parce que déjà, personne n'est irremplaçable. Exactement. Donc ça, rappelez-le vous. Ils se débrouilleront toujours. Et on n'est pas marié à une entreprise, en fait. On n'est pas marié à une entreprise, on n'est pas marié à un CDI, à un travail. Je sais qu'à l'époque de nos parents, c'était normal de rester 40 ans dans la même entreprise. Mais je pense que pour grandir, pour apprendre à se connaître et pour se challenger, changer de boîte, changer de métier, ou tout simplement, oui, changer d'entreprise tout en gardant le même métier. Exactement. Ça peut tellement vous apprendre. Et c'est souvent là qu'on fait des gaps de salaire aussi. En plus. Donc, si on peut prendre ça au passage. De toute façon, si vous changez, à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, si vous avez l'envie de changer d'entreprise, de métier, de voie, je pense qu'on le fait pas pour l'argent de base. Je pense qu'on le fait parce qu'on est justement animé, qu'on est passionné. Et le travail, ça prend une énorme place dans la vie, dans le quotidien. On passe tellement de temps à travailler, on travaille plus qu'on voit nos proches finalement. Donc si on peut faire quelque chose qu'on aime et trouver du sens le matin, faut pas hésiter à s'écouter et à au moins essayer. Oui, et comme tu le dis, on n'est pas obligé non plus de tout changer. Pas être changer d'entreprise, on peut aussi changer de secteur, on peut également changer de conditions, c'est-à-dire être dans la même entreprise mais dans des conditions différentes, d'horaires. Donc il y a plein d'éléments qu'on peut venir adapter et ajuster à son besoin. Exactement. Pour s'aligner. Et pour revenir sur la culpabilité, donner plein d'arguments pour dire qu'on n'est pas irremplaçable, qu'ils pourront se retourner, etc. Et j'aimerais bien ajouter, si tu es d'accord, que de toute façon, est-ce qu'on est la meilleure personne pour les accompagner et servir un projet si on n'est plus aligné? Exactement. Si t'es plus motivé, ça sert. Est-ce que ça sert vraiment à l'entreprise? Bah non. Donc et puis même ton manager, ta boss doit s'en douter, quoi. Ça sert à rien de garder quelqu'un qui a des rêves ailleurs et plein d'énergie à mettre autre part. Et comme tu le disais, c'est vraiment, moi je conseille vraiment d'y aller petit à petit. Si tu peux négocier une rupture conventionnelle, négocie-la. Si tu peux trouver un job avant de quitter ta boîte, fais-le pour te rassurer niveau insécurité financière, etc. Mais vraiment de prendre son temps pour être sûr de rencontrer des personnes, de faire un bilan de compétences, parce qu'on se connaît jamais vraiment. Hein. On peut avoir 30 ans et 10 ans d'expérience et pas se connaître totalement. Il n'y a pas d'âge pour faire l'introspection et se réinventer. Et c'est pas parce qu'on l'a déjà fait une fois qu'on peut pas le refaire une deuxième fois ou une troisième fois. Et donc, effectivement, on parle d'entrepreneuriat. Tu as déjà donné quelques conseils à l'instant sur la rupture co si c'est possible, y aller par étapes, prendre son temps, éventuellement trouver un boulot transitoire, faire un bilan de compétences. T'as d'autres conseils ou d'autres éléments qui t'ont aidé, toi, au moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Ouais. Alors moi, j'ai eu la chance, grâce aux réseaux sociaux, de rencontrer des personnes qui l'ont fait avant moi, notamment 2 personnes qui sont aujourd'hui, qui font partie de mes meilleures amies aujourd'hui et qui m'ont énormément conseillé, qui m'ont énormément parlé et apporté, des choses que moi je pouvais pas savoir parce que j'avais pas encore sauté le pas et qui m'ont rassurée aussi. Qui m'ont rassuré niveau finance, niveau confiance, parce que c'est difficile d'avoir confiance en soi et de se dire mais est-ce que j'en suis capable, est-ce que vraiment je vais pouvoir gérer ça toute seule, est-ce que c'est pas trop pour moi,
Et parfois, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un entourage bienveillant qui nous rappelle que qu'on peut le faire. Oui, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a un mélange de préparation et de rencontre. Ah oui. C'est la définition nous qu'on donne de la chance. Ouais. Chez Chance, c'est moche, c'est la définition de la chance chez Chance, difficile à dire aussi, mais que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités, et dans ces opportunités, il y a des rencontres. Ah ouais, il y a des rencontres. Moi, par exemple, mon CDI que j'ai quitté justement pour me lancer à mon compte, j'ai découvert cette entreprise grâce à une ancienne collègue qui travaillait avec moi chez TF1. Donc voilà, la vie c'est vraiment des rencontres, et tu vois, même au niveau de mon taf, parfois je vais avoir l'occasion de faire des super collaborations avec des super marques parce que j'ai rencontré une marque grâce à une amie ou grâce à une personne en soirée ou grâce voilà. Donc la vie, vraiment parfois la vie elle tient à rien, quoi. Une phrase, une rencontre, ça peut totalement changer ta trajectoire. Et après, j'ai l'impression que tu as quand même cette personnalité qui te pousse à saisir ces opportunités, parce que tout le monde n'irait pas se dire « Ah, j'ai rencontré, c'était intéressant, je vais aller faire un partenariat. » Oui, c'est vrai. Mais après, j'ai toujours été hyper sociable, etc. J'avoue que j'ose. D'ailleurs, c'est pour ça que Pastel, c'est un peu ton compte qui ose. Mais j'ose, j'essaye. Mais parfois, j'ai peur aussi. En parlant de peur, tu parlais de confiance aussi tout à l'heure. Est-ce que toi, tu ressens un peu ce syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup encore aujourd'hui? Ouais. Tu nous en parles? Déjà, je reçois tellement de messages de personnes qui me disent ce soir, j'allais pas bien, j'ai découvert ton compte, j'ai lu plein de posts et sache que j'ai un sourire sur le visage grâce à ce compte, donc merci. Ou alors la dernière fois, ça m'a étonnée, il y a une psychologue qui m'a dit qu'elle conseillait mon compte à ses patients. Ah ouais, je l'ai partagé en story tellement que j'étais touchée. Mais là, je me dis waouh, c'est dingue, quoi. C'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment Enfin, j'ai du mal à y croire, quoi. Je me dis c'est dingue que c'est drôle, quoi. Autant de monde m'écoute et prend en considération ce que je dis. Et on a toujours du mal à y croire, parce que l'être humain n'est pas fait pour être autant aimé ni autant détesté, je pense aussi. C'est-à-dire? Pour tous les créateurs de contenu. Et en plus, moi, à mon échelle, j'ai 152 000 abonnés, mais je pense aussi notamment aux personnes qui ont des millions d'abonnés, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Je pense pas qu'un être humain soit fait pour recevoir autant d'amour ou autant de haine. Pour avoir une stabilité mentale, ça peut être compliqué, quoi. Soit tu prends la grosse tête, soit au contraire tu perds pied. Donc c'est important d'être hyper entouré. Et ça contribue, je trouve, au syndrome de l'imposteur. D'accord. Donc toi, tes conseils pour se prémunir, ou en tout cas essayer de dépasser ce syndrome de l'imposteur, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Enfin, s'appuyer sur l'entourage, demander des retours. C'est quoi? Ouais, j'essaie de comprendre. Déjà les résultats aussi de ce que tu fais. Je pense que c'est hyper important. Tu vois, c'est bateau, hein, c'est basique, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc si t'as des beaux chiffres à un moment donné, il faut aussi reconnaître que c'est pas pour rien, qu'il y a du travail derrière et que peut-être tu le mérites. Donc célébrer les victoires. Célébrer les victoires, même les petites victoires. Et après, faut pas se mentir, hein, là je bifurque un peu du syndrome de l'imposteur, mais il y a des victoires, mais il y a aussi beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment les montagnes russes, hein. Ouais, comme quoi. Il y a des matins, que ce soit au niveau de ton moral ou au niveau de tes échecs, il y a des matins où il y a tu vas te dire dans ta tête, ok, bon, là je suis au top, j'ai plein d'idées, je vais poster ci, je vais poster ça, j'ai tel collab qui arrive, ça va être génial, tel événement, je suis trop contente, t'as reçu des messages qui t'ont un peu boosté, etc. Et même du soir même ou le lendemain, tu peux te dire, mais en fait, c'est trop naze, mais en fait, où je vais, est-ce que je me vois quelque part dans un an? Est-ce que les gens m'écoutent vraiment? Et du coup, t'as des phases en fait où c'est vraiment les montagnes russes. Il faut s'accrocher quand t'es en bas, parce que justement, rappelle-toi qu'il y aura toujours des hauts, mais ce sera pas facile. Et même si tu changes de travail juste pour changer d'entreprise ou changer de métier, ce sera pas facile. Les débuts sont toujours difficiles de s'adapter à un nouvel environnement. Le changement, ça fait peur. Et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher, il faut se dire que c'est toujours une période et que cette période va se terminer. Et je trouve que ça rassure. Oui, donc voir l'après. Voir l'après, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui tu en vis de ce média ou oui, aujourd'hui je m'y retrouve. Aujourd'hui je m'y retrouve par rapport à
à mon dernier CDI. Et donc, évidemment, tu sais jamais, hein, parce que c'est l'entrepreneuriat, donc tu sais pas au mois le mois. Moi, je sais pas où en septembre j'en serai. Hein. C'est le jeu. Mais aujourd'hui, je m'y retrouve et je me dis qu'il vaut mieux vivre au jour le jour, développer notamment d'autres supports ou d'autres activités, mais de profiter de l'instant présent, me rappeler que ce que je fais au quotidien aujourd'hui, je l'aime. Donc de profiter tous les jours. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je puisse payer mon loyer, manger. M'offrir quelques sorties si j'en ai envie, donc ça c'est plus important, et rester positif quant à l'avenir et me dire que ça va durer comme ça pour m'attirer des ondes positives, un peu en mode loi de l'attraction, mais voilà, y croire. Il y a d'ailleurs une publication sur ton compte où tu parles des personnes qui ont tendance à toujours se projeter sur ce qui va arriver de mauvais par la suite. Et donc, pour contrer ça, essayer de profiter un peu et de se rappeler des bonnes choses qu'on vit en fait à l'instant présent. Ouais, exactement. Et des fois, je suis un peu pessimiste et je me dis au pire si ça s'arrête, mais j'aurais tellement kiffé quoi. Et ça m'aide aussi à me préparer si ça s'arrête ou si j'ai plus envie. Hein, c'est possible qu'un jour j'ai plus envie de me dire moi t'as trop kiffé. Et je pense que ça, de me le rappeler au quotidien, ça m'aidera le jour où il y aura un changement à le vivre plus facilement. Et tu penses que tu saurais rebondir justement sur ce changement ? Oui, complètement. Je t'avoue que j'espère de tout mon cœur ne jamais retourner dans le salariat. Pourquoi ? Quand t'es à ton compte, déjà faut pas croire, on travaille beaucoup plus qu'en CDI. Parce qu'on s'arrête jamais, notamment quand on travaille sur les réseaux sociaux. Moi, je m'arrête quand je pose mon téléphone, donc ça c'est terrible. J'essaie d'y travailler d'ailleurs avec ma psy, de vraiment couper, arrêter le téléphone et lire un livre au lieu de faire autre chose. Attends, j'ai perdu le fil, je sais plus où. De pourquoi pas le salariat ? Ah oui. Enfin, plus le salariat. Plus le salariat, parce que je trouve ça contraignant. En fait, ce qui est top, c'est que oui, je travaille énormément, mais si je me sens pas bien, je peux aller m'allonger 10 minutes. C'est con, hein, mais c'est hyper important pour moi. Alors que dans le salariat, ça peut être hyper challengeant et ça dépend aussi des entreprises dans lesquelles on travaille. Ah oui. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont en plein développement, qui sont hyper ouverts d'esprit, qui donnent envie d'être proactifs en interne, de proposer des projets, de participer à 100%. Donc ça, c'est top. Mais en tout cas, j'espère ne pas retourner dans une entreprise où on me dira, là, t'as que 10 minutes de pause. Là, ce que t'as proposé, non, c'est pas possible parce qu'au-dessus, on a dit non et c'est comme ça et rien du tout. Donc voilà. Oui, là, donc tu parles d'éléments de culture par rapport à ton vécu, sur les hiérarchies très cadrantes où on va dire ça sclérose un petit peu les prises de décision, et puis aussi sur un manque de confiance peut-être où on empêche 10 minutes de pause alors que tu vois chez Change par exemple, c'était pas le cas, dans mon il y a dernier une salle de pause, on peut dormir quoi. Ah ça c'est génial. Des gros boudins comme ça. Ouais, mais chez TF1 aussi quand je bossais pour leur midi, on avait une salle de sieste, c'était trop bien. Ouais. Mais dans mon ancienne boîte, c'était pas comme ça, au contraire, parce que c'était une petite structure. Donc au contraire, on nous écoute vraiment. Donc ça, c'était top. Mais en tout cas, je me vois pas retourner dans une structure où on me dit, où on me contraint trop. Et donc maintenant que tu as retrouvé cette liberté, c'est quoi tes prochaines idées de projet ? J'adorerais faire un podcast. Donc tu vois, comme toi, comme Chance, ce serait génial d'interviewer des personnes ultra inspirantes qui ont des histoires à raconter, qu'elles soient difficiles ou merveilleuses. Je pense qu'on en apprend toujours. Donc un podcast. Et après, j'ai d'autres projets que je garde secrets parce que vivons heureux, vivons cachés. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois énormément. Et plutôt, j'adore faire la surprise. Donc ça, voilà. Ça me va bien de garder la surprise. Et ce que je te propose, je vais reconnecter mon téléphone pour retourner sur la publication du partenariat que tu as fait avec Chance. Ouais. Il y a peu de temps. De toute façon, ton compte est dans mes favoris. Ouais, je suis là-dessus. Et nous en dire plus donc sur ce post. Hop, je vais dessus. Et si tu peux nous le lire. Ouais. Merci. Se sentir malheureux au travail, voilà à quoi ça ressemble. Se sentir épuisé mentalement et ne plus savoir pourquoi on se lève le matin. Perdre confiance en soi et avoir du mal à croire qu'on a de la valeur. Perdre la joie de vivre et être trop anxieux ou anxieuse pour savourer les bons moments. Avoir de l'anxiété, insomnie, pensée intrusive, boule au ventre. Merci beaucoup. Et ce que je trouve très puissant en fait
dans ce post, dans ton compte et puis sur les réseaux, c'est les commentaires des personnes. Et donc, je les ai lus. Et j'en ai relevé quelques-uns de personnes qui parlent de comment ça s'est manifesté chez eux, ce mal-être. Et donc, il y avait une personne qui disait qu'elle pleurait dans les toilettes. Une autre qui disait qu'elle comptait les secondes littéralement. Elle écrit 1, 2, 3, 4, jusqu'à 60. Elle regardait l'heure et puis elle recommençait. Une autre personne qui parle de brûlure d'estomac. Et le médecin lui disait que c'était à cause de son poids. Merci. Une autre personne qui parle de cauchemar chaque nuit avec ses patrons. Et une autre personne, c'est intéressant aussi, qui dit qu'elle adorait son travail, mais qu'elle se sentait démunie, à bout de patience. Ce qui me fait d'ailleurs penser à ce que tu disais tout à l'heure, que toi aussi t'aimais ton travail, mais que finalement, réaligner son projet, c'est pas uniquement quand tout va extrêmement mal. Exactement. Ça peut aussi être reprendre en main, repiloter sa carrière. Exactement. Enfin voilà, c'était un petit aparté. Mais donc j'ai trouvé ces commentaires ultra forts. Et en fait, c'est ça aussi, non je pense que tu proposes, c'est de connecter les gens et de les faire se sentir moins seuls. Ouais, exactement. Et les gens, quand ils vont lire le post, déjà, ils vont se reconnaître, ils vont s'identifier, ils vont se sentir moins seuls. Et quand ils vont lire les commentaires des autres personnes de la communauté, là, ça va être encore plus fort, quoi. Et ils vont se sentir accompagnés. Et là, les messages que tu lis, ils sont terribles. Moi aussi, j'ai des amis, dont une amie qui a eu le dos complètement bloqué parce qu'elle était à bout, qu'elle avait pourtant tiré la sonnette d'alarme et que on l'avait pas écoutée. D'autres amis qui sont hyper malheureux dans leur travail, mais qui n'osent pas quitter leur entreprise, notamment dans le milieu hospitalier. C'est assez difficile. J'ai beaucoup d'amis dans le milieu hospitalier. Et d'ailleurs, force à toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu. Ma maman travaille dans ce milieu. Je sais à quel point c'est difficile et fatigant, surtout. Donc voilà, je sais. En fait, le travail, ça peut tellement t'impacter, même sur l'estime que t'as de toi-même. Si ça se passe mal au travail, tu peux croire que t'es nul dans tout, dans tout ce que tu fais au quotidien. Et puis quand t'es fatigué à cause de ton travail, t'es fatigué pour tout. T'es fatigué pour tes relations sociales, t'es fatigué pour tes relations amoureuses, familiales, même pour tes activités, ce que t'aimes faire, quoi. Aller au cinéma, t'as même plus le courage. Ça a un énorme impact sur la santé mentale au global. Donc je pense que c'est important d'en parler. Et comme tu le disais, il faut pas attendre d'être à bout de souffle pour changer. On peut aussi changer quand ça va bien, quand on aime son travail, juste parce que parfois on a envie de s'écouter davantage, on a envie de se découvrir davantage, on a envie de se challenger, de sortir de sa zone de confort et de dire à la petite voix dans sa tête, non, regarde, je vais le faire et ça se trouve, je vais y arriver, quoi. Ou tout simplement parce qu'on a évolué, en fait, on change au fil des années. On change. Moi, je suis pas du tout la même personne que quand j'avais 20 ans, 25 ans. Pas du tout. J'ai pas du tout les mêmes envies. C'est normal, on n'est plus cette personne-là. Donc, puis le changement, ça fait du bien aussi. Pourquoi ça fait du bien? Parce que le changement, de toute façon, c'est sortir de sa zone de confort. Et se challenger, il y a rien de mieux que ça pour apprendre à se connaître. Parce que si on reste dans sa zone de confort trop longtemps, on peut se lasser, perdre goût. Et je pense que c'est quand même ça, c'est quand même le goût, découvrir des choses tous les jours qui nous donnent envie de vivre et qui nous donnent ce sentiment de se sentir vivant ou vivante, quoi. De continuer à apprendre et Exactement. Et on apprend toujours, hein. C'est pas parce que même parfois on a 10, 15 ans d'expérience qu'on sait tout sur tout. Pas du tout. Moi, d'ailleurs, en entreprise, je supporte pas les personnes qui pensent tout connaître sur tout et encore moins dans le digit, parce que le digit, ça va très, très, très vite. Et je pense que la nouvelle génération, parfois, c'est encore plus de choses. Et digital. Ouais, digital. Dans ce milieu, ça va tellement vite. Donc, que t'aies 30, 40 ans, tu sais pas tout, en fait. Et t'apprendras toujours. Et même des fois, quand tu fais le même métier et que tu changes d'entreprise, t'apprends plein de nouveaux trucs, parce que c'est le même métier, mais c'est pas les mêmes outils. C'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes façons de faire. Donc ne jamais se reposer sur ses acquis et toujours apprendre, être à l'écoute de ceux qui nous transmettent. Et un autre élément qu'on peut changer, comme tu disais, qui fait plus partie de ce qu'on appelle la reconversion partielle, au-delà de l'entreprise, ça peut être également de changer de cadre de vie. Exactement. Et toi, notamment, t'es partie vivre à l'étranger. Et si on peut en parler un petit peu, parce que ça peut faire peur d'aller s'installer dans une ville qu'on ne connaît pas. Ouais. Là, on a personne sur qui s'appuyer, de famille ou d'amis. Ouais. Comment t'as vécu ça ?
Alors en fait, c'est marrant parce que c'est avec cette expérience que j'ai fait ma première crise d'angoisse. Parce que moi, dans ma tête, j'étais hyper chill et je me disais, non mais génial, je vais partir à Istanbul, ça va être incroyable, etc. Et en fait, inconsciemment, je stressais de dingue. Et j'étais dans le métro et je me souviens qu'il y avait un gars en face de moi qui avait une chemise à carreaux. Et d'un coup, je le vois tout flou. J'entends de loin, j'entends plus rien, j'arrive plus à respirer. Et la grosse crise d'angoisse. Donc horrible, je pleure, etc. L'enfer, ça passe en quelques minutes. J'appelle une pote qui me dit, je crois que t'as fait une crise d'angoisse. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi? Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout, mais vraiment, la santé mentale, mais repose-toi, va faire une sieste et ça ira mieux après, quoi. Alors que c'est pas ça, c'est bien plus complexe. C'est quoi alors, si tu peux nous le résumer en quelques mots pour nos auditeurs? La santé mentale, c'est la crise d'angoisse. La crise d'angoisse. Ouais. La crise d'angoisse, c'est avoir le sentiment qu'il y a une menace imminente. Donc ton corps pense qu'il y a une menace imminente, donc tu vas avoir énormément d'adrénaline, trembler, avoir du mal à respirer, parfois avoir l'impression qu'on va faire une crise cardiaque aussi, ou avoir le sentiment de devenir folle ou fou et de pas revenir à la réalité. Ça, c'est une crise d'angoisse et ça vient sans frapper à la porte. Ça vient d'un coup. Et moi, c'était la plus grosse que j'ai faite. C'était ce jour-là et je savais pas ce que c'était. Et donc là, c'est quand tu as déménagé à Istanbul, c'était la veille. Oh là là. C'est pour ça que je sais que c'était lié et qu'inconsciemment, j'avais quand même les pépettes. Oui, donc finalement, c'était pas si facile que ça de bouger là-bas. Non. Mais ensuite, comment tu l'as vécu et quels conseils tu pourrais donner ou quel retour d'expérience tu pourrais nous partager? C'était incroyable, c'était la meilleure année de ma vie. Souvent, quand on me demande c'était comment, mais je sais pas quoi dire à part c'était dingue. Il y a tellement de choses à dire. Oui, on pourrait en faire un podcast à part entière. On pourrait en faire sur partir à l'étranger. Mais ça t'apprend énormément parce que tu pars loin de tes repères. Donc moi j'avais pas de potes, je connaissais personne, donc il faut te recréer un entourage. Ça aussi ça peut faire peur de se retrouver seul, etc. Alors qu'il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de moyens de se faire des amis, de rencontrer des gens, il y a des applications, donc faut surtout pas avoir peur de ça. D'ailleurs je me suis fait clairement une nouvelle famille là-bas de personnes avec qui je suis encore très proche aujourd'hui et ça m'a énormément appris sur moi. J'ai appris sur une autre culture. Et en fait, moi d'ailleurs, je me sens beaucoup plus vivante quand je suis à l'étranger. Je sais pas pourquoi je m'émerveille beaucoup plus. On va chanter dans le métro à Istanbul, je vais être émerveillée. Et on va chanter dans le métro à Paris, je vais juste passer, quoi. Je sais pas pourquoi, s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Mais je suis un peu plus émerveillée dans d'autres pays. Je pense que c'est important de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est aussi sortir de sa zone de confort, de quitter sa ville. Oui, même aller dans une autre ville en France, quoi. Même aller dans une autre ville en France, exactement. Parce qu'on se dit, mais non, mes potes sont ici, mes parents sont ici, je peux pas faire ça. Alors qu'en fait, vous ne connaissez pas encore toutes les personnes que vous allez aimer et rencontrer. Et peut-être que ailleurs, il y a encore beaucoup plus qui vous attend que là où vous êtes aujourd'hui, en fait. Et essayer, ça coûte rien. Voilà. Si on se back, évidemment, j'entends bien payer son loyer, ses factures. Si on se back niveau finance, trouver un job dans une autre ville, etc. Si niveau finance c'est déjà ok, essayer, ça coûte rien. Et si ça marche pas, on revient. Et au moins on aura compris que c'est là où on se sent le mieux. Et on aura appris des choses sur soi et son projet professionnel finalement. Carrément. Je vais te poser une dernière question. Dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, qu'aimerais-tu que la Anaïs que tu seras à ce moment se dise en regardant dans le rétroviseur? Que j'ai osé, que j'ai pas eu peur d'essayer. Et j'espère que la moi de 50 ans, 60 ans se dira t'as trop géré, meuf. T'as trop géré. Et c'est sur cette super phrase, t'as trop géré, meuf. On va se quitter. Merci encore, Anaïs, pour ton partage. Merci à toi, merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Moi aussi. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.